Bonjour à tous. Je vois que ça continue d'arriver. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire organisé par le CECA pour l'année 2025 autour des EIGS et du risque juridique. Nous allons être trois à co-animer ce webinaire. Donc moi-même, je pense que vous me connaissez maintenant, donc Véronique Garcia, chef de projet et responsable gestion des risques au CECA. Valérie, je te laisse te présenter. Valérie Tchégori, je suis chargée de mission à l'équipe EGS du CECA. Et donc aujourd'hui, nous avons la joie de co-animer avec Reliance ce webinaire. Donc je vais laisser Muriel Gervoson se présenter. Merci beaucoup Muriel d'avoir accepté de co-animer avec nous ce webinaire aujourd'hui. Ah bah de rien, avec grand plaisir. Donc moi, je me présente Muriel Gervoson, je suis juriste à la direction juridique de Reliance. Reliance qui est un groupe mutualiste européen spécialisé dans le risque médical. Voilà, donc nous assurons les professionnels de santé, les établissements de santé, mais aussi les établissements médico-sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Allez, je vais partager mon support pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc normalement, vous devez voir mon écran si tout va bien. Ah, je vois mes collègues qui opinent. Merci Oui. Muriel, je vois que tu opines du chef. Ça fonctionne. Très bien. Alors, juste quelques rappels avant de démarrer. Vous le savez, ce webinaire donc, est enregistré. Le replay de ce webinaire et le support de ces présentations qu'on va vous faire aujourd'hui seront disponibles dans les tout prochains jours sur le site du CECA. Puis, on fera des communications de toute façon également pour vous en informer. Et puis, bien entendu, on compte sur vos nombreuses questions pour alimenter ce webinaire. Donc, via les onglets soit Q et R, alors de préférence, si vous l'avez, cet onglet, c'est bien, ou alors à travers l'onglet Conversation, bien entendu, c'est possible aussi. Et donc, on répondra à vos questions à la fin de nos présentations, de manière à ce que ce soit effectivement plus simple, pardon, et on va essayer de regrouper vos questions. Donc surtout, merci par avance. N'hésitez pas à poser vos questions. Avant de démarrer, je vais laisser la parole à Valérie pour qu'elle nous parle un petit peu du challenge. On voulait vous parler du challenge 2025. C'est le cinquième opus qui est organisé par la FORAP, c'est la fédération de toutes les structures régionales d'appui. On voulait vous proposer en tout cas de participer à ce challenge. Il s'agit de nous présenter une analyse que vous avez menée en 2025 au travers d'une trame, et il y a un petit lot à gagner pour l'équipe qui participera, qui sera gagnante. Donc, vous pourrez gagner un lot au niveau de la région, et le gagnant régional représentera la Nouvelle-Aquitaine pour le challenge national. Pour vous inscrire, vous allez sur notre site et puis nous prenons contact avec vous pour vous expliquer un petit peu comment on va travailler cette année. Et vous avez jusqu'au 30 mars pour nous envoyer vos trames. On vous enverra une trame à remplir qui détaillera l'analyse que vous avez menée avec vos équipes. Super, merci beaucoup. Peut-être juste dire oui aussi, pardon. Et pas mis qu'il y a des affiches qui sont à votre disposition pour Exactement. communiquer auprès des équipes. J'avais oublié On les affiches. transmettra des affiches à communiquer à vos équipes pour essayer de dynamiser et justement inciter vos équipes à participer au challenge. Le lot est une activité pour l'équipe, une activité plutôt sportive ou alors d'animation pour l'équipe qui sera gagnante. Et donc, trois catégories, on peut rappeler le sanitaire, le Et médico-social et les soins voilà, de ville. Voilà, donc un lauréat par catégorie. ce qui est Ok, pas mal. super. Ben, merci Valérie. Je vous propose d'avancer dans ce webinaire, donc, qui va se composer de trois. J'aurais même dû mettre une quatrième partie. La première, une introduction
Donc, je vais revenir rapidement sur, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un EIGS, hein, ça, c'est l'incontournable pour être sûr qu'on parle tous de la même chose dans la suite de ce webinaire. Et puis, revenir quelque part un peu en détail, mais pas trop non plus, parce que la part belle doit être faite au juridique, bien sûr, mais sur j'ai envie de dire, le traitement versant qualité-gestion des risques d'un EIGS. Et puis ensuite, je passerai la parole à Muriel qui évoquera cette fois-ci le traitement de la survenue d'un EIGS, mais sur le côté juridique, comme son nom l'indique, comme parfois ça peut survenir, hein, malheureusement à la suite d'une situation de ce type. Et puis, on vous prodiguera très humblement quelques conseils pour réduire ce risque. Vous verrez qu'il y a souvent beaucoup de bon sens et des choses que vous connaissez. Et on en terminera, c'est là cette quatrième partie que j'aurais dû faire figurer évidemment sur cette diapo, c'est sur ce temps, on va dire en gros, on va essayer de faire en sorte le dernier quart d'heure d'échange avec vous en termes de questions-réponses, même si effectivement vous ne pouvez pas activer vos micros, j'en suis désolée, c'est le format du webinaire, mais vous le connaissez. Néanmoins, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Alors, si je ne vais pas dans le bon sens, ça ne va pas faire, désolé. Alors, donc, je disais en introduction qu'il paraissait nécessaire, évidemment, de revenir sur ce qu'est un événement indésirable grave associé aux soins, et je n'ai rien inventé. Je repars bien entendu du décret du 25 novembre 2016 que vous connaissez tous, et qui nous dit qu'un événement indésirable grave associé aux soins, c'est un événement inattendu. Et ça, c'est très important, ce caractère inattendu, et c'est parfois celui-ci, cet adjectif qui donne lieu à vraiment discussion, échange entre professionnels pour cette qualification de l'EIGS, donc un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne, et dont les conséquences, donc vous voyez, inattendu et conséquences, volontairement on a mis ces termes en gras, dont les conséquences sont le décès, ou bien la mise en jeu du pronostic vital, ou bien la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie, une malformation congénitale. Alors, je vous disais, on va aborder le versant, mais alors de manière très condensée, hein, parce que sinon, vous le savez bien qu'on pourrait faire tenir l'après-midi, voire plus, de manière très condensée, le versant un petit peu traitement QGDR de la survenue d'un EIGS. Donc, j'ai volontairement découpé un peu ce traitement en trois parties. La première partie, évidemment, concerne le patient. Et donc, le patient, il va y avoir des mesures, des actions immédiates, ce qu'on appelle aussi les mesures conservatoires, en tout cas, ce qu'on va faire tout de suite pour la mise en sécurité du patient. Donc, ça, c'est évidemment les premières choses qu'on va mettre en place. Ensuite, il y a le volet ADAS, annonce du dommage associé aux soins, qui est un volet extrêmement important. Donc là, on va beaucoup insister là-dessus, c'est très important. C'est déjà dans le premier lieu, qu'est-ce que c'est qu'un dommage associé aux soins? Donc la définition nous dit qu'il s'agit, donc le dommage, c'est une conséquence d'un événement indésirable. Associé aux soins, ben là je vous ai mis quelques exemples. Donc ça peut être une hémorragie qui survient sur un traitement anticoagulant, ça peut être une chute qui survient au cours d'une toilette, ça peut être une erreur lors d'un calcul de dose et donc qui va être à l'origine d'une erreur médicamenteuse et donc d'un dommage pour le patient, etc., etc. Donc vous voyez que ces dommages peuvent être d'origine, dommages associés aux soins peuvent être d'origine très diverses et variées. Et ces origines peuvent être, là encore une fois, diverses aussi, parce que ça peut être lié à une complication liée à la pathologie, ça peut être lié à un aléa thérapeutique, ça peut être une vraie erreur, hein, par exemple une inversion de traitement, ça peut être lié à aussi, son origine, ça peut être un dysfonctionnement dans la prise en charge. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire que quelle que soit l'origine de ce dommage associé aux soins, eh bien, tous ces événements indésirables qui entraînent donc un dommage physique ou psychologique, en fait, vont devoir faire l'objet d'une annonce du dommage. Donc là aussi, je vais aller très vite. Je ne vais pas m'attarder sur le cadre juridique parce que je crois que Muriel y revient après. Mais on vous a remis sur cette diapo donc, les deux articles du Code de la santé publique, même trois, plutôt, 11-2, l'article 35 et le Code de la santé publique. Ah non, c'est Code de déontologie médicale. On va y arriver. Je ne suis pas juriste du tout. Hein. Ça va faire sourire Muriel. Donc, le cadre juridique de l'annonce du dommage associé aux soins, donc, sur lequel, encore une fois, je ne m'étends pas.
même si vous le voyez, ça figure vraiment au Code de la santé publique, mais surtout sur aussi le manuel de certification V 2025, donc dans lequel vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement figure cette annonce du dommage associé aux soins, puisque il y a un des éléments d'évaluation du critère impératif en lien avec la culture de déclaration des événements indésirables qui s'intéresse à cette annonce et qui nous demande si les professionnels sont formés à l'annonce d'un dommage associé aux soins. Là encore une fois, je ne vais pas m'appesantir sur la méthode, c'est juste pour resituer tout ça dans le contexte, mais effectivement, l'idée c'était de vous dire que on ne fait pas de l'annonce d'un dommage associé aux soins n'importe comment et qu'il est extrêmement important d'être formé à cette méthodologie. Vraiment, on insiste beaucoup sur ce sujet-là et c'est très important, vous allez le voir dans la suite de cet exposé. Ça va jouer un rôle extrêmement important après dans la survenue potentielle d'une réclamation, voire une plainte d'un patient si l'annonce n'a pas été faite du tout ou si elle a été mal faite. Ça peut jouer un rôle non négligeable sur ce sujet. Donc, je reviens sur mon patient, on l'a mis en sécurité, on lui a annoncé, malheureusement, il s'était passé quelque chose, qu'il était victime d'un dommage associé aux soins. Et dans ce cadre-là, et pour ceux qui étaient présents la semaine dernière lors du webinaire précédent, eh bien, on peut aussi recueillir le récit du patient, avoir sa vision, son vécu de l'événement indésirable qui va venir compléter l'analyse de cause qu'on va être amené à faire, bien entendu, après la survenue de cet événement et avoir pris toutes les précautions nécessaires, encore une fois, de mise en sécurité. Deuxième aspect, je vous ai dit trois grandes thématiques, le patient, les professionnels, parce qu'il ne faut pas les oublier lors de la survenue d'un événement indésirable grave associé aux soins, avec deux étapes, j'aurais pu en mettre plus, mais encore une fois, c'est pour moi les éléments essentiels. Un, ne pas oublier de procéder à un débriefing à chaud après l'événement. Ça aide les professionnels à surmonter l'événement. Alors attention, ça n'est pas l'analyse approfondie des causes, mais c'est vraiment un débriefing pour échanger à chaud sur ce qui s'est passé, évacuer un peu la pression, l'émotionnel qu'il a pu y avoir face à certains événements. Donc c'est un point extrêmement important. Et un deuxième point important, c'est d'identifier et d'organiser l'accompagnement des secondes victimes. Donc là aussi, vous vous souvenez, hein, la première victime, entre guillemets, est le ou les patients qui ont subi le dommage, mais les secondes victimes, ce sont les professionnels qui étaient présents au moment de l'événement et qui ont pu être impactés par les conséquences, le mode de survenue et les conséquences de l'événement. Très important. Et puis le troisième volet sur lequel on souhaitait attirer votre attention, c'est bien entendu la traçabilité. Donc là aussi, ça doit vous faire sourire derrière vos écrans, j'en suis sûre, mais c'est un point tellement essentiel. Donc là, encore une fois, on n'a pas du tout été exhaustif, mais c'est des points sur lesquels on souhaitait insister auprès de vous. C'est déjà la traçabilité, bien sûr, dans le dossier patient, de l'événement lui-même, de ce qu'on a mis en place derrière pour mettre en sécurité le patient, de l'annonce du dommage associé aux soins. Et ça, je vous rappelle, là, c'est issu du guide hein, qui a été rédigé par la Haute Autorité de Santé. Ça date de 2011 et déjà ce guide. Hein. Et puis, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, les diapos que je vous ai montrés tout à l'heure sur l'annonce d'AS sont issus aussi pour partie du guide. Donc, dans le guide de l'HS, vous précise que cette traçabilité doit être faite dans le dossier. Donc, on vous dit d'ailleurs, en application de l'article L, voilà, toute personne a accès à l'ensemble des informations, etc., etc. Donc, dans cette perspective, les professionnels doivent donc attacher une attention particulière à la traçabilité de l'annonce dans le dossier médical. Et s'il ne s'agit pas de retracer les échanges au mot près, il est cependant important de documenter le jour, l'heure et le lieu de rendez-vous, l'identité des personnes présentes, les faits présentés, etc., etc. Donc vous voyez que c'est quand même assez cadré et on attend tout cela, de retrouver tout cela dans les dossiers des patients concernés. Et d'expérience, ce n'est pas toujours tout à fait le cas. Un autre point qu'on a mentionné dans ce pavé consacré à la traçabilité, c'est la lettre
la fameuse lettre de liaison à la sortie. Donc, vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux encore, le contenu qu'on devrait retrouver de manière obligatoire dans ces lettres. Et je vous rappelle que, bien entendu, dans la synthèse médicale du séjour, on devrait retrouver les éventuels événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation. Et là, je suis même plus sur les graves, hein. Voilà. Donc, vraiment, c'est extrêmement important. Il faut veiller à sensibiliser les professionnels et les médecins notamment à cette traçabilité. Et d'expérience pour intervenir auprès de la mission UGS, on est amené avec Valérie à travailler sur différents dossiers patients, eh bien, effectivement, on n'a pas toujours la trace de la survenue. Pourtant, ce sont des événements indésirables graves associés aux soins dans la majeure partie des situations. On n'a pas toujours la trace dans la lettre de liaison assortie de la survenue de l'événement. Donc, vraiment un point très important. Et puis la traçabilité, mais bien sûr, et ça vient, je l'ai mis un peu après, bon, c'était difficile de faire apparaître une vraie chronologie, mais effectivement, on doit retrouver à travers une fiche d'événements indésirables la traçabilité de la survenue de cet événement, de le système de déclaration interne des événements indésirables de l'établissement. Et puis, bien entendu, si c'est un EIGS, vous le savez aussi bien que moi, on devrait retrouver la déclaration en externe de ces événements sur la plateforme nationale, le portail national de signalement des événements indésirables graves associés aux soins, à travers le volet 1, puis le volet 2, une fois que vous avez réalisé l'analyse approfondie des causes de cet événement. J'avance parce que le temps passe et que je vais laisser la parole à Muriel. Simplement, je voulais profiter de ce webinaire et de cette thématique. Bien entendu, je ne pouvais pas ne pas parler de culture de sécurité des soins et finalement de revenir sur ces notions qui constituent ces 4 piliers qui constituent la culture de sécurité, que sont le signalement et la déclaration des événements indésirables, ce qu'on appelle la reporting culture. C'est tout ce qui concerne le fait d'encourager les professionnels à déclarer tous les événements sans crainte de représailles. La learning culture, tout ce qui concerne le retour d'expérience, donc c'est là où on utilise toutes ces informations justement recueillies dans les déclarations, dans les analyses qu'on va faire pour en tirer des leçons et s'améliorer. Le travail en équipe, la flexible culture, ça est bien évidemment, ça coule de source. Et puis la fameuse culture juste, donc encore appelée, on pourrait parler de management équitable. Donc de manière à ce qu'en fait, les professionnels n'aient pas peur de déclarer leurs événements indésirables. Donc extrêmement important. Et c'est, je vous rappelle, ces 4 piliers qui détermine une organisation apprenante, sûre, informée et fiable, comme c'est documenté dans le guide de la Haute Autorité de Santé co-rédigé avec la FORAP que je vous ai remis en pastille sur la diapo. Et quand on parle de culture juste et de management équitable, on ne peut que rappeler la nécessité de renforcer la formation des professionnels de santé, la sensibilisation des directeurs d'établissement à l'importance de cette démarche. Voilà, c'est un cercle vertueux qu'il nous faut absolument entretenir. Et j'en ai presque terminé. La culture juste, c'est aussi un système, vous le savez, de valeurs et de comportement qui encourage les professionnels, encore une fois, à signaler les erreurs et les événements indésirables sans crainte d'être sanctionnés. Donc ça fait appel, vous le savez, ça doit vous évoquer la charte d'incitation à la déclaration des événements indésirables que vous devez tous avoir dans vos établissements. Et l'idée, en fait, de tout cela, c'est d'établir un équilibre entre la sécurité du système, c'est-à-dire la nécessité d'apprendre des erreurs pour améliorer la sécurité globale, et la responsabilité individuelle, donc l'obligation on ne va pas tolérer des comportements délibérément dangereux ou encore des négligences graves. Mais il faut garder quand même à l'esprit, et ça sera ma transition pour laisser la parole à Muriel, mais il faut quand même garder à l'esprit, évidemment, que tout être humain commet des erreurs. Bon, on est fait comme ça, hein. Voilà, on dit bien que l'erreur est humaine. Mais vraiment, l'idée, c'est plutôt, vous l'avez compris, d'utiliser ces erreurs
comme des indicateurs pour prévenir, donc il faut qu'on puisse travailler sur ces erreurs pour prévenir leur répétition future. Distinguer, il faut pouvoir distinguer les actes donc, et faire la différence entre des actes qui résultent de circonstances imprévues ou de complications liées aux soins, d'actes imprudents, ou encore ce qu'on appelle la négligence grave, ou des actes liés, pardon, des actes intentionnels, donc tout ce qui est malveillance, donc qui représente un nombre minime, les deux derniers, heureusement, d'événements au sein de tous les événements donc, qu'un établissement peut connaître dans le cadre de son fonctionnement. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que, encore une fois, il va falloir tirer des enseignements, puisqu'on veut, dans le cadre de l'amélioration du système et du travail autour de l'identification des responsabilités, eh bien, c'est de se dire que oui, les soignants sont responsables des soins qu'ils prodiguent, mais il faut qu'ils puissent, encore une fois, déclarer leurs erreurs pour qu'on puisse en tirer des enseignements, encore une fois, pour pouvoir améliorer la sécurité du système global. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Je vais pouvoir laisser la main à Muriel, que je vais te laisser partager ton support. Bien, Et c'est tout bon, on le voit. c'est tout bon, très bien. Alors, moi je présente donc, le volet, juridique, EIGS et risques juridiques. Alors, déjà un premier point, de vigilance qui, à mon sens, est, utile à rappeler, même si, c'est une évidence peut-être pour beaucoup d'entre vous. La qualité, gestion des risques a un périmètre, complètement différent, du juridique. En effet, ils ont quand même, 2, on va dire, 2 objectifs différents. La gestion des risques, consiste en une analyse collective à visée correct on m'entend? Oui, toujours? À visée corrective et sans recherche de responsabilité. Elle est là pour évaluer, pour améliorer les pratiques professionnelles. Le juridique, lui, il cherche à établir, des responsabilités. Donc on verra comment on établit une responsabilité dans le but aussi, de réparer, hein, parce que derrière ça, il y a une victime, hein. Donc dans le but aussi de réparer le préjudice, du patient, et éventuellement, de sanctionner un professionnel, qui a quand même commis une faute, entraînant un préjudice pour le patient. Voilà. Voilà ce point de vigilance. Alors, je ne reviens pas sur la définition des EIGS, hein, qui a été rappelée par Véronique. C'est prévu donc par la réglementation dans le Code de santé publique. Alors, là encore, il y a une différence de termes entre, la gestion des risques et le juridique. Le juridique parle de faute, hein. La gestion des risques parle d'événements indésirables. Tout ça pour dire que c'est quand même des notions différentes. Voilà. Une faute en droit, c'est apprécié, par un juge en fonction, des circonstances. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, la notion d'événement indésirable n'est pas nécessairement, une faute. Je pense que c'est une notion beaucoup plus large que celle du droit. Voilà et puis ensuite pour vous rappeler évidemment qu'aux yeux de la loi, hein, il y a une obligation de déclaration au directeur, général, de l'ARS. Voilà. Alors une fois, qu'un événement indésirable grave a été, constaté, que se passe-t-il? Alors là, je mets toute la diapo. Que se passe-t-il après un EIG? Alors, du côté, de la qualité, va se mettre en place, toute, la démarche qualité, visant à améliorer, la sécurité, des prochains patients. Donc on va, signaler l'événement en interne,
en externe, hein, auprès de l'ARS. On va analyser les causes en organisant des CREX ou RMM. Voilà, là, le traitement, on le reprécise bien ici, est anonyme. D'un autre côté, hein, du côté juridique, là, je ne vais pas revenir sur les deux objectifs qui sont évidemment différents. Là, l'objectif, c'est la recherche de responsabilité. La recherche de responsabilité, elle peut être de deux ordres. Soit on est sur une responsabilité civile, donc on cherche une indemnisation, soit on est sur une recherche de sanctions. Et là, on est plus sur une responsabilité ordinale, c'est-à-dire qu'on va saisir l'ordre pour que le professionnel soit sanctionné, ou alors on va déposer plainte auprès de la police, auprès du procureur, pour engager la responsabilité pénale du professionnel. Voilà. Alors, on reviendra là-dessus après sur le droit, on va dire le droit à la transparence pour la victime, qui a quand même accès de manière transparente, effectivement, à un certain nombre d'informations sur ce qui lui arrive via l'annonce DAS et via l'accès au dossier patient. Alors, je vais vous présenter là ce schéma pour revenir sur les notions dont je viens de parler, notamment sur les notions de responsabilité. Alors, ce schéma donc présente ici le circuit de la gestion des plaintes en établissement de santé. Alors, comment ça se passe voilà, une fois qu'il y a eu un EIG de constaté? Donc, Véronique vous a dit, il y a cette obligation légale d'annoncer le dommage au patient victime. Donc, l'annonce du dommage, c'est une obligation légale. On doit lui annoncer dans les 15 jours les causes et les circonstances du dommage. C'est dans les 15 jours de la découverte du dommage, hein. On doit lui annoncer les causes et les circonstances dans les 15 jours. Alors, la HAS est un peu plus exigeante. Elle exige une annonce dans les 24 heures de la découverte du dommage. Une fois qu'on lui a annoncé le dommage à ce patient, il a, on va dire, 3 réactions possibles. Soit il va avoir, on va dire au début, un besoin quand même d'explication complémentaire, un besoin d'écoute. Ce premier rendez-vous d'annonce ne va peut-être pas suffire, hein. Il va demander des explications. Et là, ça va se gérer, ce qu'on a mis là, de manière informelle au niveau du service, c'est-à-dire par une prise de rendez-vous avec le médecin. On va refixer un rendez-vous pour lui réexpliquer, pour répondre à ses questions. Et si cet entretien, d'ailleurs, ne satisfait pas complètement le patient, il ne faut pas hésiter à proposer un autre interlocuteur qui est le médiateur médical de la commission des usagers. Alors, je vais revenir là-dessus après. Donc, vous voyez, en tout cas, là, ça se gère en interne au niveau de l'établissement de santé. Voilà. Et puis, la deuxième, une des réactions possibles du patient, c'est de solliciter une réparation financière de son préjudice. Alors, quand il demande une indemnisation, là, à ce moment-là, c'est l'assureur de responsabilité civile de l'établissement de santé ou du professionnel qui va prendre attache avec le patient pour essayer éventuellement de transiger. Voilà. Et si cette transaction ne se fait pas, il y a en tout cas toujours la possibilité pour le patient de saisir la CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation, ou le tribunal pour engager la responsabilité civile, puisqu'on est ici sur la responsabilité civile. Et puis, enfin, autre réaction possible du patient, il ne veut pas simplement avoir une réparation financière, il veut aussi que le professionnel soit sanctionné. Alors, pour sanctionner un professionnel, pour que le patient puisse
le faire sanctionner. Il a donc la possibilité de saisir l'ordre qui prendra une décision ordinale hein, au regard du code de déontologie. Ou sinon, plus grave évidemment, d'aller déposer plainte pour là pour le coup, pour une sanction pénale qui est évidemment bien plus lourde. Voilà, donc on est sur la responsabilité pénale ou ordinale. Évidemment, toutes ces étapes-là peuvent se cumuler, hein, il n'y a pas d'exclusion de l'une par rapport à l'autre, donc ça peut se cumuler. Voilà. Alors, pour revenir quand même sur cette médiation, l'intérêt de la médiation médicale, c'est quand même d'atténuer le risque judiciaire. Hein, on se rend bien compte que un contentieux, ça laisse des traces, que ce soit pour le patient ou pour les soignants. On se rend bien compte aussi qu'en pratique, il n'y a pas toujours des fautes établies, en tout cas au sens juridique du terme, mais que c'est plutôt un problème de communication entre le patient et les équipes de soignants. Et la médiation est là donc pour désamorcer les conflits et aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, le médiateur, lui, le périmètre de sa mission, alors je vous rappelle, vous savez certainement qu'il y a au sein de la commission des usagers, donc un médiateur médical et un médiateur non médical. Hein. Le médiateur médical est là pour traiter des questions relatives aux soins et le médiateur non médical est sur tous les autres sujets, donc que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les problèmes de stationnement, etc. Bref. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que cet appel à la médiation, en tout cas, le médiateur est compétent pour toute formulation d'insatisfaction, à l'exclusion, c'est la loi qui le dit, des plaintes à caractère gracieux et juridictionnel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'il y a une demande de réparation du préjudice, une demande indemnitaire, il y a la mise en cause de la responsabilité, donc il ne peut plus y avoir de médiation à ce moment-là. La demande doit être transmise à l'assureur en responsabilité civile. Euh, mais son champ d'intervention étant tellement large, en tout cas en dehors de cette exclusion-là, qu'il ne faut pas, encore une fois, hésiter à informer le patient qu'il a cette possibilité de saisir le médiateur lorsqu'il y a des réclamations. Voilà. Alors, la responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? Je vous fais quand même un rappel. En matière de responsabilité civile, donc, c'est-à-dire la responsabilité indemnitaire qui vise à octroyer une indemnité financière au patient. Vous avez une distinction à faire entre le libéral, qui lui est civilement responsable des dommages qu'il cause. Et c'est pour ça qu'il a une obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle. Et les agents publics ou salariés des établissements de santé qui, eux, n'engagent pas leur responsabilité civile personnelle. Ils sont protégés en fait par leur employeur. C'est l'établissement employeur en fait qui est civilement responsable des dommages causés par son personnel. Il y a une exception à ça, mais je ne détaillerai pas. C'est la faute personnelle détachable des fonctions ou abus de fonction. L'abus de fonction, c'est une appellation du secteur privé et faute personnelle détachable des fonctions, c'est une appellation qui est propre aux établissements publics. Voilà. Alors, pour être civilement responsable, il faut que la victime démontre 3 éléments. Il faut qu'elle démontre qu'il y a une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Rappel également, en matière médicale, le principe général, c'est que les établissements de santé et les professionnels de santé ne sont responsables des dommages causés qu'en cas de faute. Hein. C'est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Et cette faute, évidemment, il faut que la victime en rapporte la preuve.
Les cas particuliers, ce sont les dommages consécutifs à une infection nosocomiale. Alors, en cas d'infection nosocomiale, les établissements sont responsables en l'absence de toute faute. Ça veut dire que la victime n'a pas à prouver de faute, mais uniquement qu'elle est victime d'une infection nosocomiale. Voilà. Les causes exonératoires en matière d'infection nosocomiale sont compliquées à rapporter. En tout cas, la preuve est compliquée à rapporter. Je ne détaillerai pas plus avant. En tout cas, sachez qu'il y a une distinction entre les établissements et les professionnels de santé libéraux qui, eux, ne sont responsables des infections nosocomiales qu'en cas de faute. Et puis, autre cas particulier, les dommages causés par un produit matériel ou dispositif médical utilisé ou fourni à l'occasion de la prise en charge, donc le matériel, les médicaments, voilà, dès lors qu'on est victime d'un dommage du fait de ces produits et dispositifs, les établissements engagent également leur responsabilité sans faute. Mais là, c'est la particularité de notre justice, c'est qu'il y a encore des différences. C'est-à-dire que les établissements publics engagent leur responsabilité en l'absence de toute faute, et les professionnels et établissements de santé privés ne sont quant à eux responsables qu'en cas de faute. C'est une distinction qui demeure encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours le cas. Alors, les fautes, en tout cas, les plus fréquentes qu'on retrouve en matière de responsabilité civile des établissements de santé et des professionnels de santé libéraux, c'est la maladresse dans l'acte chirurgical, la négligence dans le diagnostic, le choix thérapeutique inadéquat, l'erreur de prescription, d'injection, défaut de surveillance, défaut d'information. Il y a aussi les défauts d'organisation du service qu'on retrouve dans les décisions de justice, donc les personnels en nombre insuffisant ou insuffisamment qualifiés, des locaux inadaptés, absence de procédure, de protocole, admission dans un service inadapté. Bon, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, on pourrait la développer bien plus avant, hein. Voilà, ce ne sont que des exemples. Voilà. En tout cas, une fois que cette responsabilité civile elle est invoquée par le patient, comment peut-il obtenir une indemnisation? Alors, il y a plusieurs voies possibles. Il peut obtenir une indemnisation via la transaction amiable, c'est-à-dire via l'assureur, la CCI ou devant les tribunaux. Alors, la transaction amiable avec l'assureur, comme je vous ai dit, hein, dès lors qu'il y a une demande indemnitaire qui est faite par un patient, la demande est transmise à l'assureur responsabilité civile. Donc, la demande est transmise à l'assureur. À ce stade-là, évidemment, l'assureur ne consulte pas, enfin le médecin conseil de l'assureur ne consulte pas le dossier sans l'autorisation écrite du patient. Voilà. L'assureur, son médecin conseil, un juriste vont étudier les faits, ils vont se positionner sur la responsabilité. Alors, la responsabilité, si elle est retenue par l'assureur, on va faire une proposition d'indemnisation à la victime et si elle l'accepte, on va signer un PV de transaction et s'il n'y a pas de responsabilité, eh bien, on refusera de l'indemniser, mais elle pourra toujours poursuivre la procédure devant la CCI. Alors, la CCI, c'est une commission de conciliation et d'indemnisation qui date de la loi Kouchner. Elle a énormément de succès. Beaucoup de dossiers passent par la CCI. Simplement, pour la saisir, il faut quand même remplir des critères de gravité. Ce qui est très intéressant dans cette procédure, c'est qu'elle est gratuite, c'est-à-dire que le patient ne paye pas l'expertise médicale, qui est souvent très coûteuse, hein. L'avocat n'est pas obligatoire, même si quand même c'est toujours préférable. Alors cette CCI, elle rend des avis
Ces avis ne sont pas contraignants, mais néanmoins, celui qui ne respecte pas de suivre son avis peut s'exposer à une pénalité de 15% sur l'indemnité à octroyer. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi dans cette procédure CCI pour les patients, c'est que la procédure est quand même bien plus rapide que celle devant un tribunal. Voilà. Du dépôt du dossier jusqu'au rendu de l'avis, ça, c'est, on va dire, peut-être, voyez, 1 an. Et puis après, les assureurs ont des délais pour faire leur proposition d'indemnisation. Si l'avis dit qu'il y a une responsabilité civile, voyez, eh bien l'assureur doit faire une offre d'indemnisation dans un certain délai. Donc voilà, donc si vous voulez, l'avantage de cette procédure, c'est qu'elle est aussi beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que nous, on constate dans nos statistiques que quand même, c'est une voie qui est très privilégiée par les patients victimes. Et puis enfin, il y a on va dire la voie classique, hein, quand on veut partir dans un contentieux judiciaire, c'est de saisir le tribunal. C'est de saisir le tribunal. Alors généralement, dans matière médicale, il y a toujours une expertise médicale qui est faite. Donc ça débute le plus souvent par ce qu'on appelle un référé expertise. Et suite au dépôt de ce rapport d'expertise, le tribunal va rendre sa décision. Donc, les tribunaux, on vous les a mis là, tout dépend selon que vous êtes soigné dans un établissement public ou privé, ce n'est pas les mêmes juridictions compétentes. Voilà. Alors, je passe à la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, je n'évoquerai pas, là, je vous en informe, mais la responsabilité ordinale, qui est aussi une responsabilité qui sanctionne le professionnel. La responsabilité pénale, c'est une responsabilité personnelle, hein. Là, on n'est pas protégé par son employeur. Les principales infractions qu'on retrouve au pénal, c'est évidemment des infractions involontaires, puisqu'en matière médicale, on cause involontairement le décès ou involontairement des dommages aux patients. Donc, ce sont des infractions punies de peine d'emprisonnement et de peine d'amende. Et puis, il y a une infraction volontaire, la non-assistance à personne en danger. Là, c'est effectivement le fait de s'abstenir volontairement de porter secours à quelqu'un alors qu'on a tout à fait connaissance de la nécessité de lui porter secours. Donc, typiquement, là, le médecin d'astreinte qui refuse de se déplacer alors qu'il sait pertinemment qu'il doit intervenir rapidement pour éviter la catastrophe pour le patient. Alors, en matière pénale, ça ne marche pas vraiment comme en matière civile. En matière pénale, on distingue selon que l'auteur a directement causé le dommage ou selon que l'auteur a indirectement causé le dommage. Typiquement, une élève infirmière qui cause un dommage au patient suite à une erreur d'injection. Cette élève infirmière, elle était encadrée par une infirmière. Alors, l'élève infirmière, elle est auteur direct, hein. Donc, si elle a causé le décès du patient du fait de son erreur d'injection, eh bien, elle engagera sa responsabilité pénale du simple fait d'avoir commis cette erreur. Mais l'infirmière qui a encadré cette élève infirmière peut aussi engager sa responsabilité pénale, mais il faudra quand même prouver à son encontre une faute un peu plus grave qu'on appelle une faute qualifiée, c'est-à-dire par exemple démontrer qu'elle avait vraiment pas évalué les capacités de cet élève, lui avait laissé faire un acte quand même d'une particulière technicité qu'elle n'aurait pas dû faire seule, etc. Voilà. On en vient au sujet qui nous préoccupe tous, c'est quand il y a une recherche de responsabilité, qu'elle soit donc, alors en particulier la responsabilité civile, mais aussi au niveau pénal. La victime a un droit à la communication. Ce droit à la communication, il se concrétise comment? Déjà, il y a une obligation légale de lui annoncer le dommage. Alors, la loi dit bien
que c'est lui annoncer les causes et les circonstances du dommage. Donc, il faut quand même qu'elle ait les causes de ce dommage. Et puis, autre droit qu'elle a, évidemment, c'est l'accès au dossier patient. Alors, l'accès au dossier patient, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il ne faut pas hésiter à rappeler à la victime au moment de l'annonce. Elle a ce droit-là qui est d'accéder au dossier patient. Et les ayants droit également, en cas de décès, ont un droit d'accès au dossier patient. Voilà, alors se pose la question maintenant de la communication des documents qualité, la déclaration de IGS et les comptes rendus RMM et CREX. Alors, la déclaration de IGS, c'est une déclaration qui est anonyme. La réglementation rappelle que la déclaration est faite dans des conditions qui garantissent l'anonymat du ou des patients et des professionnels concernés, à l'exception du déclarant. Le formulaire ne comporte ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge. Et il n'y a pas d'archivage dans le dossier médical des déclarations de IGS. Ça, ça a été rappelé par cette fameuse décision du Conseil d'État, que je vais voir après, voilà. Mais il n'y a pas d'archivage des déclarations de IGS dans le dossier médical. Il y a une trace de la survenue d'un EIG dans le dossier, mais il n'y a pas le volet 1 et le volet 2 dans le dossier. Parce que si c'est anonyme, on ne peut pas retrouver ça dans le dossier du patient. Ça tombe sous le sens. Alors, les RMM, il n'y a pas de réglementation sur les RMM. En revanche, vous avez des recommandations de la HAS qui datent de 2009. Ces recommandations rappellent bien également que les RMM sont anonymes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui permet d'identifier directement ou indirectement le patient et les acteurs concernés. Donc là, j'ai repris ce que dit la HAS dans son guide sur l'anonymisation des données. Et évidemment, il n'est également pas archivé dans le dossier médical, il est archivé dans les autres documents qualité du secteur d'activité. Et l'AHS, évidemment, rappelle qu'une RMM ne vise pas à préciser les responsabilités individuelles d'un événement particulier. Donc, il s'agit de décrire des faits, d'analyser des situations pour apprendre et comprendre afin d'agir ensemble, sans porter de jugement sur les personnes, ni rechercher un coupable ou un responsable. Donc ça, c'est quand même important aussi à rappeler. On y reviendra. Quid de la communication des documents qualité? Eh bien, les documents qualité sont, en tout cas, les comptes rendus de RMM et CREX. La CADA s'est prononcée à ce propos. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Elle n'est compétente que pour les établissements publics de santé et les ESPIC. Elle a rappelé à plusieurs reprises que ce sont des documents administratifs communicables sous deux réserves, donc communicables aux patients, hein, sous deux réserves, impossibilité de le retrouver en raison de l'anonymat. Bon, ça c'est effectivement si on ne le retrouve pas, on ne le retrouve pas. Et cette réserve-là, on peut communiquer, mais à condition d'occulter les mentions révélant de la part de personnes facilement identifiables un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Donc on peut occulter, vous voyez, ces mentions-là quand on communique ce type de document. Et c'est vrai que si... Alors, la CADA ne précise pas ce qu'elle entend par cela. Donc, vous avez une marge d'appréciation. Et c'est vrai que si, du fait de votre appréciation, vous occultez beaucoup de choses et que finalement, le document, ça le vide de sens, vous pouvez refuser de le communiquer. Donc là, je vous ai mis un avis CADA sur les communications de RMM qui rappelle ce que je viens de vous dire sur l'occultation et le fait que c'est un document administratif communicable. Sur les déclarations de IGS à l'ARS. Alors, il y a ce fameux arrêt du Conseil d'État du 20 février 2025 qui a fait grand bruit dans les établissements, qui effectivement
n'est pas neutre, en tout cas sur le plan juridique, qui est important, qui est très important, effectivement, où là, le Conseil d'État, parce qu'on n'avait pas encore de décision sur ce point-là, le Conseil d'État dit que les déclarations de IGS, ce n'est pas un document déjà versé au dossier patient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est un document administratif communicable aux tiers, que cette communication ne peut intervenir en revanche qu'après occultation alors de tous les éléments identifiant les médecins et les professionnels de santé, des éléments relatifs aux patients, nom, prénom, adresse et date de naissance, des prénoms et noms du déclarant, de l'adresse de survenue de l'événement. Je passe là-dessus parce que c'est moins impactant. Et surtout l'occultation, comme dit la CADA hein, sur les RMM, occultation des informations qui pourraient comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnels soignants et les agents hospitaliers concernés ou qui ferait apparaître un comportement de leur part et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Voilà, encore une fois, cette possibilité d'occulter hein, cette partie-là, encore une fois, non vraiment définie par le Conseil d'État. Donc, ça laisse quand même une marge d'appréciation de la part des établissements sur qu'est-ce qu'on appelle une information qui porte une appréciation, un jugement de valeur. Finalement, à vous de l'apprécier. En tout cas, le Conseil d'État a bien dit que les motifs tirés de la préservation du bon fonctionnement du service hospitalier ou de l'amélioration de la qualité des soins ne sont pas par eux-mêmes susceptibles de faire obstacle à la communication d'une déclaration de IGS. Donc voilà, donc il ne sert à rien de dire ça porte atteinte à l'amélioration de la qualité des établissements. C'est un argument qui n'est pas entendu, en tout cas au niveau du Conseil d'État. Et puis, on a une autre décision du Conseil d'État sur les fiches de déclaration d'événements indésirables faites en interne, où là encore, il se prononce sur le caractère communicable hein, de ces fiches d'événements indésirables. Pareil, hein, avec cette possibilité d'occultation. Et l'anonymisation, là, il y avait une anonymisation, mais ils avaient juste mentionné le numéro de séjour du patient dans cette fiche. Pour le Conseil d'État, l'anonymisation ne faisait pas obstacle à l'identification des fiches. Alors, je fais d'ailleurs un aparté, l'anonymisation, c'est vrai que c'est un argument qui marche quand même pas bien pour faire obstacle à une communication. On sait bien que quand même, certains événements sont tellement impactants dans les établissements qu'on retrouve quand même les fiches hein, des déclarations d'événements indésirables qui sont faites sur ces événements. Donc c'est un argument qui, voilà, qui marche quand même pas souvent. Et puis j'en termine sur le pénal. Ce que je viens de vous dire, c'est en matière civile. En matière pénale, évidemment, la police qui vient dans l'établissement de santé, qui demande sur réquisition à se faire remettre des fiches de déclaration indésirables ou à se faire remettre, qu'elles soient en externe ou en interne, ou un compte-rendu de RMM, là, ça va être quand même compliqué de s'opposer. Là, la remise d'un tel document s'impose. Elle s'impose et évidemment, là, il n'y a pas d'occultation possible pour la police et le procureur. Donc du coup, si vous voulez, c'est sûr qu'en résumé, on peut dire qu'il faut être extrêmement vigilant à la manière de rédiger ces fiches et ces comptes rendus de RMM, qu'il faut quand même veiller en particulier à ne pas mettre en cause des professionnels de façon individuelle, ni à faire apparaître d'éléments permettant d'identifier les professionnels impliqués. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Muriel. Je vais reprendre la main, voilà, sur le partage de documents pour terminer rapidement cette dernière partie. Ça va vous laisser le temps peut-être de poser. Il y a une première question, mais peut-être d'autres, le temps que je revienne rapidement à cette dernière partie de présentation. Très vite, juste avec Muriel et Valérie, nous avons réfléchi à quelques conseils qu'on pourrait vous donner justement pour essayer
de réduire ou de minimiser ce risque. Vous l'avez compris, ce risque juridique, même si le risque zéro, là aussi, n'existe pas. Mais en tout cas, on avait envie de vous donner quelques conseils et surtout vous rappeler les règles de bon sens, hein. Et là, je vais reprendre certaines choses que Muriel vient juste de dire à l'instant. Et Muriel et Valérie, surtout, n'hésitez pas à me compléter. Mais vraiment, vous l'avez entendu juste à l'instant, on voulait vous rappeler la règle d'or de la déclaration ou les règles d'or de la déclaration, alors à la fois en interne, mais aussi en externe. Donc, important à rappeler à vos professionnels aussi quand ils font des FEI. Alors, je sais qu'on est plutôt allé booster pour que justement ils déclarent. Et finalement, on s'attache au fond, mais vous avez compris, il faut aussi faire attention et s'attacher à la forme. Donc, il faut être factuel, précis et le plus possible sans jugement. Et ça, c'est valable, bien entendu, vis-à-vis finalement de la justice et d'un risque potentiel de saisie. Mais en dehors de ça, vous savez qu'on est dans le cadre, là aussi, de la culture sécurité des soins. Il faut vraiment être le plus possible factuel, précis, sans jugement. Là, Muriel, c'est toi qui as rajouté ça et je trouvais que c'était très intéressant, c'est d'éviter les termes marqueurs de responsabilité. Là aussi, hein, ça rejoint ce que tu viens de nous dire à l'instant. Attention, nous, quand on parle de gestion des risques, on n'est pas sur la faute, on est sur l'erreur. On est sur l'événement indésirable et sur l'erreur et pas du tout sur la faute. Donc, il faut faire attention dans nos déclarations, dans nos comptes rendus hein, d'analyse, de ne pas parler de faute, de ne pas parler de non-respect des règles, de ne pas parler de responsabilité, parce qu'encore une fois, quand on fait nos analyses, on va aller chercher le quoi et le comment, mais pas le qui. Et ça, c'est très important. Tu l'as évoqué aussi, c'est l'histoire de l'anonymat. Donc, essayer de garantir le plus possible un anonymat total et irréversible dès l'origine en fait des documents. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile, hein, et je suis sûre que vous aurez plein d'exemples pour contredire cette règle. Et ne serait-ce que bah, de temps en temps, faut revenir. On a besoin de revenir à la déclaration initiale, par exemple, hein, pour se rappeler de quel est l'événement, quel est le patient, etc. Mais du coup, ça, c'est compliqué, mais pourtant, il faudrait tendre. Et donc, surtout, ne pas classer tous ces documents dans le dossier médical, hein. Tu l'as dit, je l'ai dit, on le répète, attention. Donc, vraiment attention. En cas de communication des documents, il y a tout ce qui tourne autour de l'occultation hein, que tu nous as bien Mhm. détaillé et je trouvais ce concept extrêmement intéressant. Moi, j'en avais pas la connaissance, donc je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, mais avec toutes les précautions là aussi hein, que tu nous as données. Alors, autant l'occultation, oui, on peut y recourir si j'ai bien tout compris, tu me dis, hein, pour tout ce qui est Oui, civil, mais en revanche, pour le pénal, de toute façon, oui, occultation ou pas, ils peuvent tout prendre. oui, Donc voilà, l'importance de la traçabilité, j'ai mis traçabilité plus plus, comme j'ai mis information du patient plus plus plus. Voilà, hein, là aussi, on ne va pas se répéter, mais vous le savez, ce sont des grands principes qu'il faut vraiment veiller à respecter. L'analyse approfondie écho, j'en ai parlé, et la culture juste, j'en ai parlé. Pour en terminer, et ensuite on passera à vos questions, parce que ça y est, ça commence à tomber. Ça a été un petit peu lent à démarrer, mais ça y est. Donc très simplement, dans le support, vous retrouverez 3 documents dont on a déjà parlé, hein, qui vous redonnent un certain nombre d'informations. Le fameux guide de la Haute Autorité de Santé sur la mise en œuvre des revues de morbimortalité, des RMM. Donc vous retrouverez notamment les modalités de rédaction d'un compte-rendu anonymisé, hein, où on vous dit qu'effectivement, en général, dans le cas, enfin, idéalement, la RMM regroupe l'analyse de plusieurs cas et que donc la rédaction d'un compte-rendu doit être anonymisée pour chaque réunion et ne comporter uniquement que les conclusions, les actions à mettre en œuvre et la liste des participants. Et puis, je vous ai remis, bien entendu, le guide HAS FORAP sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins de 2021 et un document que vous connaissez peut-être et vous retrouverez en tout cas le lien sur le support. C'est un document qui a été rédigé en 2023 par la PHP et qui redonne là aussi un certain nombre de conseils de la part du service juridique de la PHP. Et je m'en arrête là sur cette présentation parce que je voudrais vraiment qu'on passe rapidement sur les questions parce que c'est important. Alors, on y va. On y va, on y va. La première qui a été posée, Muriel. Bonjour, dans mon établissement, une infirmière a donné un traitement non prescrit d'une benzodiazépine. Le patient était somnolent toute la journée. Elle a également donné à un autre patient un comprimé d'Actiskénon 5 à la place d'un comprimé d'Oxonormo 5.
et à ce jour, une sanction disciplinaire est en cours, une déclaration de IG a été réalisée. Devons-nous prévenir l'ordre infirmier? Non, il n'y a pas d'obligation de prévenir l'ordre infirmier quand une infirmière fait une erreur. Il n'y a pas non, il y a pas de circuit d'obligation, enfin, il n'y a pas d'obligation, voilà, quand on prend une sanction disciplinaire à l'égard d'un professionnel, que ce soit médecin ou infirmier, à prévenir l'ordre en second temps. Par contre, je vous informe qu'en tout cas, quand il y a une sanction pénale qui est une sanction pénale qui est prise à l'encontre d'un infirmier ou d'un médecin, il y a une information qui est faite auprès de l'ordre. Mais là, suite à une sanction disciplinaire de l'employeur, non, il y a pas d'obligation de prévenir l'ordre. Ok. Autre question. Est-ce que dans un compte-rendu de RMM ou de CREX, est-ce que nous pouvons mettre le numéro IPP ou le numéro de séjour? Et quid des soignants qu'on peut retrouver de façon indirecte avec la date et le planning soignant? Comment faire? Alors, oui, alors c'est tout le débat. Cette Oui. anonymisation, on doit ne pas pouvoir retrouver en fait le patient. Et c'est sûr enfin, avec le numéro d'IPP, bon, moi je suis pas une spécialiste, mais je pense qu'on retrouve, On du peut coup, remonter. Mais on peut oui, remonter sur l'identité du patient. bien Donc, sûr, bien sûr. c'est pas vraiment une anonymisation. Là, pour le coup, je vous conseille de regarder ce que dit la CNIL sur anonymisation et pseudo-anonymisation. C'est intéressant. C'est-à-dire que là, c'est une pseudo-anonymisation, en fait. Si vous mettez Mm. un élément qui permet de retrouver le patient, on n'est pas vraiment sur de l'anonymisation totale. Et sur le fait de retrouver les soignants de manière indirecte avec la date et le planning soignant, bah oui. Oui, bah écoutez, oui, c'est effectivement une possibilité, mais là, comment faire? Il n'y a rien à faire, hein, on va pas supprimer les plannings non plus. C'est toujours possible, on va Ouais. dire. C'est-à-dire Ouais. qu'après, c'est la date qu'il faudrait supprimer du compte-rendu de Ah RMM oui, oui, plutôt, tu as hein. raison, oui, Véronique. Oui, oui, hein. Parce qu'à la limite, c'est dans ce que tu as Oui, dit et dans ce qu'on préconise, l'idée, c'est d'enlever tout ce qui peut permettre de remonter. oui, tout Donc à là, très fait. clairement, une fois qu'on a Mm, analysé, qu'on n'a plus besoin de tout ça, dans votre synthèse, vous n'avez pas plus besoin d'avoir mm. la date, hein, de Oui, l'événement, oui, oui. elle n'a plus lieu d'être. Oui, oui, d'ailleurs, effectivement, dans les RMM, la HAS dit bien il n'y a pas de date en fait. Il ne faut Et pas non, mettre il de ne doit date, hein. plus y avoir de date. Oui, tout à Donc ça fait. permet Bah oui, d'éviter effectivement de ce croisement risque de remonter, voilà, et de avec les remonter plannings. au planning. Et voilà. Ah oui, tout à fait, tu as raison. Ça peut être ça. Ah bah si, c'est Voilà. ça. Non, non, mais tu as raison. Voilà. Et effectivement, j'ai le CH de Laurent qui dit, bah oui, on peut parler en J0 et J1 au lieu de la date, par exemple. Oui, oui, Ouais, complètement. ouais. Complètement d'accord. Voilà. Oui. C'est Mm, truc et astuce qui permet effectivement de s'abstenir de cette date qui peut parfois être mm, un petit peu embêtante. mm, Ok, autre question. Donc, du coup, sur le mm. compte-rendu de la RMM, c'est terrible, hein, ce compte-rendu de RMM. Peut-on mettre le numéro de la fiche de déclaration d'événements indésirables? Eh bien oui, voilà. Alors du coup, oui, Mhm. vous avez la réponse par rapport à la fiche d'événements indésirables. Eh ben, c'est-à-dire que clairement, non. L'idée, vous avez compris, hein, c'est de se dire qu'on ne peut pas recouper les infos et naviguer entre documents. Une fois qu'on a terminé son analyse, on coupe tous les liens, j'ai envie de dire. Voilà, on Mm, coupe tous les liens qui permettent de remonter d'un côté ou de mm. l'autre. Alors, quand on déclare une maladie à déclaration obligatoire ou une infection selon le décret, il ne faut pas mettre la déclaration dans le dossier du patient. Point d'interrogation. Alors là, j'avoue que je ne suis pas compétente. Alors, une maladie à déclaration obligatoire, une infection selon le décret. Oui, moi non plus. Là, j'avoue que je ne sais pas à quoi cela correspond. Là, on n'est pas sur les déclarations de Oui, l'IG, c'est différent.
Ouais, c'est ça? là c'est vrai que c'est un volet assez particulier et Muriel a abordé très très brièvement le volet infection nosocomiale. C'est vrai que c'était Mhm, une question qui avait été posée en amont par l'un d'entre vous au moment de mhm, l'inscription, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très spécifique, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, et mhm, qu'aujourd'hui on n'avait pas le temps vraiment d'aller sur ce volet-là. Ça mhm, serait un sujet particulier en lui-même. mhm. Parce Et qu'puis, elles sont peut-être nominatives, ces déclarations, non? Peut-être pas, je ne sais pas. Je les ah bah, connais pas, ouais, logiquement, ces oui, déclarations. elle va être nominative, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais. Alors, oui, parce que là, elle se rattache à un patient ou à une série de patients. Ah, et on a donc le docteur Pourrin qui nous dit que c'est un élément du dossier patient et de la lettre de liaison de sortie. Merci, docteur Pourrin, super. Voilà, on a la réponse en direct. Ah, d'accord. Très bien. Alors, question suivante. Lors de l'analyse, le service qualité en lien avec les professionnels met en lumière les actions et ce qui a dysfonctionné. Comment formuler les actions, j'imagine, sans porter préjudice? Ah Mm. oui, mais alors ça, c'est tout un art, j'ai envie de dire. Et là, la mission EIS témoigne. Oui, c'est pas facile. On est d'accord, il y a une manière de formuler les choses, effectivement, de manière la plus neutre possible et sans jugement. Donc oui, c'est pas très facile, mais l'idée, c'est vraiment encore une fois, comment dire, Valérie aide-moi. Il faut vraiment, l'idée, c'est on n'est pas sur de la recherche de responsabilité. Mm. Voilà. Donc vraiment, vraiment être le plus neutre possible. Et c'est pas un exercice facile. Mm. On Mm. est d'accord. Mm. Et Souvent, les éléments, pardon, sous la sous-estime, enfin, en tout cas pour les causes, on est souvent plutôt sur des sous-estimations de nanana, plutôt que voilà, des choses plus négatives. Et sur les actions, on est plutôt sur améliorer, on est sur le pilotage. On est plus sur le pilotage, on prend quand même une vision un peu plus hélicoptère, hein. Voilà, on est moins sur les actions opérationnelles et on essaye d'être plutôt dans le pilotage et tout ce qu'on appelle gouvernance. oui, on est rarement au niveau individu, en fait. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans de la recherche, encore une fois, de responsabilité. Donc, on est plutôt à un niveau, effectivement, supra. Tu as complètement raison. En tout cas, les mots ont vraiment leur importance, on est d'accord. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant, quand on est plusieurs à travailler dans un service, de se faire relire, voilà, Mais les on utilise actions. le dictionnaire des synonymes, Oui, on fait des recherches. oui, c'est notre meilleur ami, ouais, Voilà. très clairement. Et donc, on a ensuite, dans la base de gestion, on peut garder donc, dans le tableau Excel, j'imagine, permettant de lier une FEI à un compte-rendu totalement anonymisé. Ah, et bien Mm. là, le problème, c'est que ça veut dire qu'on continue à faire un lien, en fait, entre une déclaration d'événement et l'analyse. Mm. Oui, c'est vrai que si on peut éviter, c'est quand même mieux, mais j'imagine que c'est un intérêt pour vous, ce tableau Excel. Euh, mm, Voilà, on mm. reboucle sur tout ce qu'on Oui, a dit jusqu'à présent. oui, oui, c'est Voilà. ça. Mm. Ah ouais, Faut c'est tenter de compliqué. garantir cet anonymat, en fait. C'est ça qui Ouais. est, et d'éviter de faire des liens. Mm. Bah, Mm. après, il faut questionner pourquoi, en fait, on veut refaire le lien entre la Oui. FEI et le compte-rendu. Mm. Si ça a du sens pour vous, bah, effectivement, à ce moment-là, il va falloir garder, alors à minima, hein, le minima du minima, le lien entre les deux. Et si vraiment ça n'a pas plus d'autre sens que ça, bah, Mhm, mhm, voilà. mm, mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que du coup, on a dépassé un petit peu. Par exemple, alors lors de la visite HHS, lorsqu'on nous demande de fournir les EIG et les actions qui en ont découlé. Et vous voyez, c'est là où se télescopent en fait les deux démarches, hein. C'est ce qu'on dit depuis le début, hein. C'est-à-dire qu'on a, nous, comment dire, une vision, une stratégie, entre guillemets, en qualité gestion des risques. Et de l'autre côté, il y a une vision juridique et les deux avancent malheureusement en parallèle. Mm. Donc oui, c'est un souci. Et il faut essayer de trouver quelque part la moins pire des solutions.
Mais oui, c'est difficile. Ouais. Après, ce que vous pouvez faire aussi dans un tableau, je vois la réponse du docteur Pourrin, ça peut être aussi de garder le numéro de la FEI et en face les actions. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est le plus important dans une analyse d'événements indésirables? La finalité, c'est les actions d'amélioration. On va identifier les causes pour identifier les bonnes actions pour éviter la récurrence de l'événement. Donc, on pourrait très bien garder le lien entre l'événement et les actions, mais in fine, est-ce qu'on a besoin du compte-rendu dans sa globalité? Quel est son intérêt? On pourrait aussi avoir cette réflexion-là. Mais effectivement, à ce jour, il n'y a pas de recommandation outre les différents documents qu'on vous a montrés, les différents éléments que Muriel a amenés au niveau juridique. Donc oui, on se trouve à un moment où il faut savoir faire, j'ai envie de dire, la réflexion bénéfice-risque. Mais toujours se reposer la question parce qu'on a tendance à accumuler beaucoup de choses, hein. On a vraiment tendance à garder beaucoup de choses en qualité, à garder des liens, etc. Il faut se reposer la question du pourquoi on garde, par exemple, des documents qui ne sont pas anonymisés. Voilà. Voilà. Quel est l'intérêt? Et est-ce que c'est judicieux que nous, au niveau de la qualité, par exemple, on garde des documents qui ne soient pas totalement anonymisés? Alors, c'est une réflexion effectivement institutionnelle à avoir en attendant d'avoir des recommandations officielles. Sur la... Sensibiliser sur le terrain. Alors, les professionnels de terrain sur le traitement de leurs œillets et les analyses. Donc, on fait le lien en permanence. Les experts visiteurs et la HAS leur demandent. Bah oui, 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 je suis d'accord. Alors, est-ce que cela veut dire que pour la prochaine certification, il ne faut pas donner accès au FEI pour les experts visiteurs? Alors, vous ne direz pas, s'il vous plaît, que le CK vous a dit que vous ne pouviez pas leur donner. Non, 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 vous avez bien compris que nous, on a fait aujourd'hui un état des lieux de ce qui existe en termes de recommandations et de, effectivement, de recommandations et de réglementations. Et qu'encore une fois, il faut arriver à faire un lien entre les deux et à trouver le bon équilibre. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de solution idéale, hein. Bah, sinon, on sera empressé, bien entendu, de vous la donner, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben voilà, on a dépassé le temps imparti et encore une fois, désolée, mais je pense que voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Vos questions, en tout cas, étaient très, très riches et très intéressantes. Peut-être juste en un mot, parce que j'avais prévu un petit sondage, mais c'est long, ça marche pas toujours. On envisage de renouveler cette expérience, j'ai envie de dire, ce webinaire en collaboration avec le service juridique de Reliance l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une thématique, quelque chose qui vous intéresserait l'année prochaine? Est-ce que, voilà, si vous pouvez mettre dans le chat en un mot-clé, un ou deux mots-clés, une thématique en lien avec le juridique qui vous intéresserait, on est preneuse parce on va travailler en début d'année avec Reliance pour redéfinir pour l'année prochaine notre collaboration. Donc, vraiment, si vous avez une thématique comme ça qui vous intéresse, on est preneuse. N'hésitez pas dans le chat à nous en faire part. Ça peut nous aider à taper juste et à venir sur des thématiques vraiment qui vous intéressent. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, on est preneuse. Tout à fait. Et on vous remercie pour vos retours, parce qu'a priori, voilà, ce webinaire vous a intéressé et a répondu. Infection nosocomiale, oui. Infection Alors celle-là, ouais, nosocomiale. on l'avait notée, donc pas de souci. On la met de côté. On y avait Sujet bien pensé. complexe. Parce que c'est un sujet vraiment complexe. Ouais. Oui, au niveau juridique, c'est assez compliqué, ouais. Mais Oui, c'est oui, très oui. intéressant, hein. Ouais, ouais. Et je vois apparaître aussi thématique sur les durées de conservation des documents, compte rendu, FEI. Oui. Et oui, parce l'archivage. que ouais, tout ce qui est archivage. Ouais. Alors, on y avait pensé, mais ça faisait trop, en fait, pour une heure de webinaire. Donc, Oui, alors il oui. n'y a pas de durée hein, dans la réglementation sur ces Ah bah, conservations-là. Donc c'est mais à vous tu de... casses le suspense, là. Ah ouais, je casse le suspense. Je Bon, casse bah, en le tout cas, on a suspense. noté tout ça. On vous remercie pour votre présence à ce webinaire, vos questions, vos participations. Comme d'habitude, c'était extrêmement agréable. On te remercie à nouveau, Muriel, beaucoup pour ta présence cet après-midi et tes propos très clairs. Merci à vous. Bah, il nous reste qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et à vous Et donner oui, rendez-vous l'année prochaine.
À bientôt. Bon À bientôt. après-midi. Au Au revoir. revoir.